2, 1. Et c'est parti, on roule pour un autre épisode de l'Informel. Merci gang d'être avec nous autres encore une fois. Bien content de savoir que vous nous suivez semaine après semaine. Si vous êtes de ceux qui nous écoutez pour la première fois, par contre, et que vous nous écoutez via Illico, ben sachez qu'on est en onde pour à peu près 28 minutes, mais on jase pas mal à l'émission. Souvent, on dépasse notre temps. Alors, ce qu'on fait, on met nos entrevues disponibles sur nos différentes plateformes web, c'est-à-dire on est disponible sur la chaîne YouTube de TVC Basse-Lièvre, mais vous pouvez nous suivre aussi sous forme de podcast. Vous allez nous trouver sur soundcloud.com et faites une petite recherche, l'Informel, vous allez nous trouver facilement. Vous pouvez vous inscrire sur notre page et suivre toutes les entrevues qu'on a proposées au cours de la saison. Sinon, toute l'information, tous les liens, vous allez trouver ça au www.tvc.qc.ca. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas nécessairement facile. On va parler d'un sujet que je dirais que des fois au Canada, c'est même un peu tabou. On va parler des Premières Nations. Et puis, pour ce faire, je suis avec quelqu'un qui les côtoie régulièrement. Je suis avec Josée Lusignan de l'organisme J'aime les premiers peuples. Merci, Josée, d'être avec nous autres aujourd'hui. Bonjour, Jean-François. Merci de la belle invitation. On est content de te recevoir. C'est drôle. On a échangé pas mal par courriel, mais c'est la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui. Puis tu dégages toute l'énergie positive que tu dégageais que j'avais perçue dans les courriels. C'est toute souriante, fait que c'est le fun. Je sens qu'on va avoir un bel échange aujourd'hui. T'es-tu toujours comme ça tous les jours? C'est ce qu'on me dit. Oui, bon, tant mieux. On peut confirmer parce que ton conjoint est en régie, on pourrait lui demander. C'est-tu vrai? Mais ça me donne l'impression que, parce que dans le communautaire, souvent, on vit beaucoup de difficultés. On travaille avec des gens qui sont dans le besoin. On a des besoins nous-mêmes comme organisme. Puis des fois, c'est un petit peu négatif parce qu'on se plaint, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Ça me donne l'impression, par contre, que toi, avec ton organisme, tu apportes peut-être un aspect différent, une énergie dans ton organisme qui est plus optimiste. Je suis dans le communautaire depuis très longtemps, mais avant, je te dirais, pendant une 13aine d'années, j'ai œuvré au niveau des organismes d'aide humanitaire internationale. Okay. Donc, j'apporte quand même une perspective qui est globale. J'ai beaucoup d'expérience dans le domaine. Et puis, lorsque j'ai fondé J'aime les premiers peuples, en fait, je me suis dit que j'allais être bénévole moi-même et que tous les gens qui travaillaient avec moi allaient être bénévoles. Et c'était peut-être un peu idéaliste. Utopique, ouais. Oui, c'est ça. Mais je dois vous dire que depuis 2013, je suis présidente de l'organisme, mais je suis encore moi-même bénévole. Oh. Et je pense que ça aussi, ça amène une passion, premièrement, parce que, il faut vraiment être convaincu de ce qu'on fait quand on le fait à temps plein et on est bénévole. Mais aussi, ça fait en sorte qu'il y a une ouverture envers la collaboration avec tout le monde. Moi, je veux travailler avec tout le monde qui ont à cœur d'améliorer la situation pour les personnes autochtones parce que je suis bénévole, parce que pour moi, on s'entraide, on doit s'entraider pour s'unir, pour être plus fort, pour accomplir nos objectifs. D'ailleurs, je vais en profiter parce que tu es impliquée auprès de J'aime les premiers peuples, mais aussi de d'autres organisations. Oui, absolument. Je suis aussi la directrice d'un organisme gatinois qui s'appelle Le Chemin Idéal, qui a été bien vu dans la région dernièrement là, pour la construction de la maison Justin, justement ici à Buckingham. Tu vois, moi, ça fait 16 ans là, que je travaille ici à Télévision communautaire. J'ai rencontré beaucoup de gens qui travaillent dans des organismes communautaires. J'ai vu beaucoup d'organismes. Puis curieusement, quand j'ai entendu parler de ton organisme, de l'organisme J'aime les premiers peuples, j'étais surpris, agréablement surpris de voir qu'il y avait un organisme qui travaillait pour cette cause-là, mais j'avais jamais même entendu parler de l'organisme. Fait que moi, je suis vraiment curieux de savoir comment, puis je suis sûr qu'il y en a d'autres aussi qui n'ont pas entendu parler, mais comment ça a commencé, comment tu t'es intéressé à la cause, puis comment s'est développé l'organisme. J'oublierai jamais le jour où mes yeux ont été ouverts. Donc, moi, je suis une personne passionnée d'histoire. Mon premier ancêtre est arrivé ici en 1637. Je connais son parcours. J'aime l'histoire. Je m'implique localement au niveau de sociétés d'histoire, de choses comme ça. Et puis, il y a environ 13 ou 15 ans, je parrainais un enfant avec un organisme qu'on connaît bien, un enfant en Afrique. Et puis, j'étais sur le site web pour parrainer un autre enfant. Okay. Et en fait, alors là, je m'en vais sur le site web pour voir de quel pays je pourrais parrainer un nouvel enfant. Et je vois le nord du Québec sur le site web de cet organisme-là. Puis je me suis dit, mais non, il y a une faute, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est là où j'ai commencé à lire que oui, effectivement, on nourrissait des enfants autochtones dans le nord du Québec. Et ça, c'est un organisme d'aide internationale. Ça m'a complètement bouleversée. J'ai pleuré cet après-midi-là alors que je faisais de la recherche sur Internet.
Et que j'ai commencé à voir les images des maisons complètement délabrées, les conditions dans lesquelles vivaient les jeunes autochtones, moi, ça m'a brisé le cœur. Et vraiment, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à toquer aux portes. Je connaissais beaucoup de monde, j'ai beaucoup de contacts dans le domaine de l'aide humanitaire. Alors, je disais, mais est-ce qu'on peut pas faire quelque chose ici au Canada pour aider les jeunes autochtones? Et à l'époque, vraiment, il n'y avait pas de mécanisme pour aider les Autochtones. C'était toujours un discours très politique ou académique. Donc, si on n'était pas politicien, c'était dur de s'impliquer comme citoyen, vraiment. Donc, il n'y avait pas assez d'éducation, je pense, par rapport à la problématique. Il n'y avait pas les ressources, il n'y avait pas les mécanismes. Donc, partout où je toquais, la réponse, c'était « ben non, on ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas ». Donc, moi, j'ai passé, je te dirais, un 6-7 ans juste à me renseigner, à m'éduquer, à mieux connaître la problématique. Et puis, finalement, un été, il y a 8 ans passés, j'ai un garçon qui fait du ballet. Et on était à Winnipeg, au Ballet Royal de Winnipeg pour l'été. Donc, lui était dans ses cours toute la journée. Moi, j'attendais. Et n'importe qui était allé à Winnipeg l'été sait qu'il y a des personnes itinérantes autochtones, là, plein les rues. Il y en a tellement, tellement. Beaucoup de jeunes qui étaient brûlés. J'ai vu vraiment, là, c'était très triste. Et moi, j'ai passé l'été à inviter des jeunes à venir prendre un café avec moi, acheter des lunchs, acheter des bouteilles d'eau, puis juste écouter. Essayer de comprendre. Puis quand j'ai quitté Winnipeg, mon cœur était vraiment brisé. Et c'est là où je suis revenue chez moi. Avec raison. Oui, je me suis dit, moi, en tant que Canadienne, je peux pas vivre avec ça sur ma conscience. Je peux plus. Ça fait déjà 7 ans. Ça fait 7 ans que j'espère que quelqu'un va faire quelque chose, mais peut-être que ce quelqu'un-là, c'est moi, finalement. Alors, je suis revenue chez moi, puis je me suis dit, bon, avec le peu de moyens que j'ai, mais je vais l'offrir parce que moi, je crois fondamentalement que si, en tant que citoyen, on offrait tous le quelque chose qu'on a, quelle différence on pourrait faire dans le monde. Donc, j'ai contacté tous mes amis, je leur ai dit... Prenez une boîte à chaussures vides et remplissez-la de tout ce qui pourrait faire la joie d'un enfant. Et moi, je vais trouver une communauté où je peux remettre ces boîtes-là. Donc, l'idée était très simple. Il n'y avait pas de plan de fonder un organisme ou rien. C'était vraiment une œuvre d'amour. Et puis, wow, quelle réponse j'ai eue. En l'espace de 3 semaines, là, il y avait des boîtes cadeaux là, jusqu'au plafond de mon salon. C'était comme un labyrinthe de boîtes cadeaux. Et les gens venaient et ils me disaient « Josée, je suis tellement contente que tu fais ça parce que je savais pas quoi faire. » Alors, c'est là où j'ai commencé à réaliser que, coudonc, je n'étais pas tout seul à y penser, qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient s'impliquer. Mais est-ce que les gens savaient l'ampleur de la problématique quand ils les approchaient? Parce que moi, c'est une chose qui comme toi, quand tu l'as découvert, quand j'en ai entendu parler, ma réaction, c'était « My God, mais tu sais, au Canada, c'est vraiment comme ça. » Puis au Québec, là, incluant le Québec, là, est-ce que les gens ils sont conscients, tu penses, de l'ampleur des problèmes que vivent les Premières Nations? Je crois pas. Je pense que c'est très récent. Ça fait peut-être 3 ans, là, depuis que Gord Downie avait fait un appel pour venir en aide aux Premières Nations, que ça a vraiment ouvert les yeux du grand public. Les gens qui venaient chez moi, c'est des gens qui souvent étaient des enseignants eux-mêmes, donc qui avaient un regard là, peut-être plus... ils accueillaient dans leur classe des enfants qui étaient autochtones, donc peut-être plus près de la situation. Donc, mais je pense que le public, là, c'est vraiment très récent, que les gens commencent à comprendre ce qui se passe, puis à se l'avouer aussi, parce que c'est pas facile quand on vit dans un pays où on a toujours dit le Canada, c'est le meilleur pays au monde, c'est le plus pacifique, c'est le plus gentil, c'est un des endroits où il fait le mieux vivre. C'est pas facile de se regarder puis de dire, mais non, peut-être qu'on n'est pas aussi extraordinaire que ça. Finalement, on a des problèmes aussi qu'on doit régler. On a des problèmes présentement, mais aussi de s'avouer, le premier ministre l'a un peu fait dernièrement, là, M. Trudeau, de s'avouer les problèmes qu'on a eu aussi dans le passé. Donc, j'ai comme un peu l'impression, et tu me diras si je me trompe, que on se défait pas facilement de notre histoire non plus en ce sens-là. C'est comme s'il y avait encore les répercussions de ce qu'on a vécu dans le passé. Oui, tout à fait. Donc, ce qui a pris des générations à détruire,
va prendre aussi des générations à rebâtir. Ouais. Donc, c'est certain qu'on met beaucoup de pression sur notre premier ministre. Moi, je suis contente du fait qu'il a cette ouverture-là. Puis c'est sûr que dernièrement aussi, tu sais, même les Autochtones disent « Oui, mais il n'agit pas assez vite et tout ça. » Et moi, je ne suis pas ici pour faire de la politique, là, mais une chose qui est évidente, c'est que oui, pour virer les vapeurs, là, ça va prendre du temps, c'est sûr. C'était quoi ta réaction lorsque, justement, le premier ministre a fait l'annonce qu'il voudrait instaurer un nouveau cadre légal pour améliorer les conditions de vie, puis on espère que ça va faire à long terme qu'ils vont avoir de meilleures ressources, que ce soit au niveau, parce qu'il y en a qui ne savent pas, mais ça va jusqu'à l'eau potable, mais aussi dans leur l'accès à l'éducation et tout ça. Quand il a fait son annonce, c'était quoi ta réaction? Je sais que tu ne veux pas faire de politique, mais je me demande quand même, tu sais, vous avez dû être parce que moi, j'ai la perspective des deux. Tu sais, je le vois en tant que Canadienne, en tant que citoyenne, mais aussi, par exemple, cette année, je suis allée voir près de 40 communautés isolées au Canada. Alors, tu sais, moi, je côtoie de près les Autochtones. Je connais leurs réflexions par rapport à tout ça. Puis, il y a une partie de moi qui est contente, qui dit au moins, mais c'est du progrès. Puis, on voit qu'il y a des investissements importants qui sont vraiment tellement important. Mais en même temps, souvent, un grand manque de consultation. Chez les Autochtones, on prend des décisions sans même demander vraiment l'avis des... C'est quoi réellement les besoins? Oui, tout à fait. Donc, je pense que même au niveau de la structure de l'aide qui est apportée, tout ça, c'est à reformuler. C'est vraiment... il faut que les Autochtones puissent avoir plus d'autonomie, plus de pouvoir, justement, de dire et de décider comment va se dessiner leur avenir. Mais de ce que j'ai compris aussi, il y a beaucoup de sceptisme de la part des Autochtones de dire, OK, ça a l'air des beaux objectifs, des belles paroles, mais ils semblent être encore sceptiques à savoir est-ce que ça va vraiment se concrétiser comme on le souhaiterait. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr aussi que quand il y a des décisions qui sont prises, là, comme par rapport aux pipelines et tout ça, que ça mine la confiance aussi. Donc, c'est clair. Oui, c'est pas un terrain facile. Puis encore là, j'imagine que pour eux, l'historique est encore très présente. Quand je pense, entre autres, de ce que j'ai appris, qui est la rafle des années 60, où est-ce qu'on allait chercher des enfants dans les réserves pour... en fait, c'est un programme du gouvernement de dire, pour aider ces enfants-là, ce qu'on va faire, on va les prendre, puis on va les mettre en adoption, et puis pour qu'ils puissent vivre dans les familles. Puis le but, semblait-il, était d'aider ces enfants-là, mais la réalité a été différente. Fait que j'imagine qu'il y a encore tout ça sur le cœur, parce qu'il y a eu de l'abus, sous toutes ses formes. Puis il y a encore des manifestations aujourd'hui pour revendiquer, pour demander d'être pardonné, que le gouvernement fasse des excuses à ce niveau-là. Fait que j'imagine que les autres, c'est encore très présent, là, cet historique-là. Oui, tout à fait. Il y a cette histoire-là des enfants qui ont été arrachés à leur foyer et mis dans des foyers de blancs pour adoption. Et ça, c'était vraiment des politiques d'assimilation du gouvernement. On disait vouloir les aider. Faut savoir, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'aide? Puis là, je parle pas dans les années 60, mais je veux dire, c'est même il y a 100 ans années 80-90, ce programme-là. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, avant que l'homme blanc vienne et impose sa façon de faire, les communautés autochtones vivaient bien, prenaient bien soin de leurs enfants, etc. Alors nous, on est venu vraiment changer la dynamique familiale. Donc oui, absolument, il y a les enfants qui ont été placés en adoption, mais il y a aussi l'impact des pensionnats autochtones, que je vous dirais qui est encore plus grand que ça, parce que les pensionnats ont commencé dans les fin des années 1800 jusqu'à 1996, où est-ce que littéralement, on allait arracher de force les enfants, on les traitait comme des numéros. En fait, on leur donnait un numéro, comme un camp de concentration. On leur donnait un numéro, ils partaient en camion, ils ne revoyaient plus leurs parents. Parfois, certains arrivaient à voir leurs parents l'été, mais la plupart ne les voyaient pas, subissaient toutes sortes d'abus à l'intérieur des pensionnats. Et le but, et notre gouvernement l'avait bien dit, et je cite que le but de ça, c'était en anglais, là, « to kill the Indian in the child », alors tuer l'Indien qui est dans l'enfant. Donc tout ça, ça a eu des conséquences désastreuses. Et puis, en fait, il y a un film qui est
sorti en avril dernier, qui s'appelle Cheval indien. On le connaît moins bien en français, mais c'est un film qui a été réalisé par Clint Eastwood et c'est un incontournable. Il faut absolument voir ce film-là. En anglais, c'est Indian Horse. Okay. Et nous, en fait, on a travaillé très étroitement avec la compagnie de production de Indian Horse parce qu'on a une plateforme de célébrités qui travaillent avec nous et tout ça, dont plusieurs comédiens qui jouaient dans le film. Okay. Et puis, ce qu'on a fait depuis le mois de mars dernier, en fait, on avait contacté la compagnie puis on leur avait dit, mais vous racontez l'histoire des Autochtones dans ce film-là. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui se fait mettre en pensionnat autochtone. Et là, on voit vraiment, tu sais, la situation d'abus et tout ça. Et lui, son échappatoire, c'est le hockey. Donc, il s'investit énormément et il se rend presque à la Ligue nationale. Il faut voir le film, c'est très, très percutant. Et nous, on avait dit à la compagnie, mais tu sais, vous allez montrer ça à travers le Canada. C'est un film très, très important, mais c'est l'histoire des Autochtones d'abord. Est-ce qu'eux ne pourraient pas le voir avant le reste du public canadien? Ils ont dit oui. Donc, on est parti en tournée et on a montré ce film-là jusqu'à il y a 2 semaines passées. On a fait 40 quelques communautés. Et moi, je peux vous dire que des gens qui ont survécu au pensionnat, tu sais, il y en a beaucoup, là, des gens qui ont 50 ans, là, qui allaient au pensionnat autochtone. C'est des vies tellement brisées. Quand on présentait le film, là, les gens pleuraient là, à chaudes larmes, puis on voit évidemment l'impact parce que c'est des parents aujourd'hui qui n'ont jamais eu de modèle de parents dans les pensionnats. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas d'esprit familial. Donc, les gens sont revenus abusés, brisés, ils consommaient, etc. Et là, ils ont eu leurs propres enfants. Donc, c'est un cycle aussi qui s'est perpétué. Donc, toute l'histoire des pensionnats, c'est encore très, très présent dans la réalité des Autochtones aujourd'hui. C'est un film récent. Est-ce que les gens peuvent le regarder maintenant ou s'il est juste dans les festivals présentement? Ou je ne sais pas si tu as plus d'informations. Oui, il y a un curriculum, en fait, qui vient de sortir pour les écoles. Donc, pour les enseignants en français, c'est possible d'acheter le film avec le curriculum pour enseigner. Mais je sais que cette année, là, parce qu'il n'est plus dans les cinémas, tout l'été, il a été dans les cinémas, mais là, bientôt, on va le voir réapparaître par d'autres moyens. C'est drôle parce que je suis beaucoup Clint Eastwood, ce qu'il fait, puis j'en ai pas entendu parler, je vais définitivement regarder ça. Souvent, les problèmes avec les films, ce que je remarque, c'est qu'on va souvent distorsionner l'histoire. Est-ce que c'est authentique, le côté histoire, le film? C'est très authentique. Et moi, je vais vous dire, un monsieur qui travaille étroitement avec nous, qui est de la Saskatchewan, son nom, c'est Fred Sasakamus, et il est le premier joueur autochtone qui s'est rendu à la Ligue nationale de hockey. Il a joué pour les Chicago Blackhawks il y a 50 ans, donc le monsieur est dans la 80aine. Pour les Blackhawks, oui, c'est ça. Et puis... Il peut pas tomber mieux. Oui. Et puis Fred, l'histoire du garçon dans le film Cheval indien, c'est l'histoire de Fred. C'est presque une copie conforme. Et puis lui, à 2 reprises, on a tenté de lui présenter le film et il pleurait tellement qu'il est parti. Il a dit « Je suis pas capable ». Et puis finalement, on est allé dans sa communauté présenter le film. Et là, il a dit « Je vais me forcer à regarder ce film-là parce que moi, je dois être une voix pour ma communauté. Si moi, je parle pas, les générations qui sont après moi vont jamais oser parler. » Alors, il voulait briser le silence et puis ça a été vraiment extraordinaire. Quand tu vas dans les communautés, c'est quoi concrètement que tu observes comme besoin? Je pense que la liste est longue, là, mais peut-être qu'est-ce qui ressort le plus pour commencer? C'est sûr que nous, on va principalement dans les communautés isolées ou semi-isolées. Donc, au niveau de l'habitation, par exemple, les gens... Puis, il ne faut pas aller bien loin. Nous, on travaille au lac Barrière, qui est communément appelé Rapid Lake aussi, qui est en Outaouais, qui est vraiment aux limites, là, dans le parc de la Vérandrie. Mais il y a des jeunes là, qui vivent sans électricité, sans eau courante. Puis, c'est vraiment là, leur maison. Là, on sent le vent qui passe barre en barre. C'est comme une cabane à jardin, ni plus ni moins. Là. Alors,
Alors, au niveau de l'habitation, il y a un grand besoin. Très peu de communautés qu'on visite qui ont de l'eau potable. Et parfois, l'eau, non seulement elle n'est pas potable, mais on ne peut même pas prendre un bain parce que le taux de mercure ou de produits chimiques toxiques à cause des mines et tout ça est beaucoup trop élevé dans l'eau. Donc, les enfants, ils ont de l'eau brune pour prendre un bain, puis ils ne peuvent pas rester plus que 3 minutes. Donc, des choses que nous, on prend pour acquis. Oui, mais c'est la base des besoins de base. Là. On parle vraiment de problèmes équivalents du tiers-monde. Là. Mais c'est ça. Puis pourtant, l'eau, c'est une richesse au Canada. On en a plus que partout au monde. Et pourtant, Puis eux passent leur temps à essayer de défendre, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais ils passent leur temps à vouloir défendre justement la nature puis les cours d'eau. Puis c'est eux qui se retrouvent... C'est eux qui en ont pas. Ouais. Alors, c'est plus de 150 communautés au Canada qui n'ont pas d'eau potable. Wow. Mm-hmm. Puis au niveau de, j'imagine, si on n'a pas ça, on peut même pas parler de recevoir une éducation qui a d'allure, là, j'imagine. Oui, c'est très difficile aussi parce que, encore une fois, les parents sont brisés. Et il y a beaucoup de gens, surtout quand on vit dans une communauté isolée où il n'y a pas d'emploi, alors ça donne quoi d'aller à l'école? Tu sais, il y a un peu cette attitude-là de dire, mais il n'y a aucune perspective d'emploi, donc c'est pas motivant non plus de ce côté-là, de dire on va aller à l'école. Et puis, les écoles dans les communautés autochtones sont sous-financées. Donc, une école, disons, en milieu urbain qui va recevoir un 15 000 $ par enfant du gouvernement, dans une communauté autochtone, va recevoir environ 7 000 $. Et non seulement ils sont sous-financés, mais généralement, les écoles autochtones doivent fournir le déjeuner et le lunch aux enfants, sinon ils arrivent sans. Donc, ils prennent ça à même le budget de l'éducation. Okay. Alors, ça fait qu'en bout de ligne, la qualité de l'éducation ne peut pas être la même. C'est clair. Et puis, il y a des communautés là, où les besoins psychologiques, les besoins en ressources d'éducation spécialisées sont tellement grands et il n'y a pas de budget pour ça. Et on voit les profs là, qui ont l'air complètement dépassés par tous les besoins auxquels ils font face et pourtant, ils n'ont pas les ressources pour aider les enfants. C'est vraiment triste. Puis là, je reviens encore là-dessus, là, mais on est au Canada. Là. Ouais. On parle du Canada, on parle du Québec. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque pour qu'on soit plus présent puis qu'ils reçoivent le financement adéquat? Pourquoi est-ce que ces communautés-là seraient plus négligées que n'importe où ailleurs au pays? Oui, il n'y a pas de raison. Mais pour ça, il faut même aller plus loin dans le système de gouvernance des Autochtones. Et vous savez, il y a vraiment un grand, je vais dire un préjugé. C'est sûr qu'il y a des communautés qui sont mal gouvernées, pareil comme il y a des municipalités ici qui sont mal gouvernées. Il ne faut pas dire, faut pas lancer de pierre à personne. Mais tout le système d'avoir un chef et la gouvernance qui existe aujourd'hui dans les communautés, encore là, c'est l'homme blanc qui a imposé ça aux Autochtones. Donc, tu sais, historiquement, les communautés se gouvernaient autrement. Alors, je pense qu'on est arrivé à un moment donné où est-ce qu'on s'est mis à donner beaucoup, beaucoup d'argent à des communautés, à des personnes qui n'avaient pas non plus l'éducation, les ressources pour gérer tout ça. Okay. Et on a bâti un système qui est très dysfonctionnel. Est-ce qu'on essaie de le changer, ce système-là? Oui, je pense que oui. Mais encore là, ça prend du temps. Donc, mais plus les gens s'impliquent. Et moi, quand j'ai fondé J'aime les premiers peuples, je me disais ça, je suis pas politicienne, mais il faut que les masses s'impliquent parce que c'est nous, en tant que citoyens, qui, finalement, avons une influence sur la politique. Donc, moi, je pense que plus les gens se penchent sur qu'est-ce qui arrive dans les communautés autochtones, plus on met de la lumière sur tout ça, plus ça va forcer le changement et ça va se faire d'une façon qui est très positive, finalement, parce qu'on va vouloir veiller davantage au bien de notre prochain. Là, je ne veux pas rajouter encore d'autres problèmes par-dessus les problèmes qu'on vient de parler, mais il y a effectivement un phénomène qui se passe où est-ce que les femmes autochtones se retrouvent souvent dans des réseaux de prostitution. Les chiffres que j'ai lus, là, entre autres à Winnipeg, on parle de 70 à 80% des femmes autochtones
vont vivre le travail de rue. Puis on dit que c'est seulement 4%, les femmes autochtones représentent seulement 4% de la population entière de Winnipeg, donc c'est énormément de femmes. Qu'est-ce qui explique ce phénomène-là? Je ne sais pas si tu as eu la chance des fois j'imagine, parce que avec tous les voyages que tu me dis que tu fais, tu as côtoyé des gens qui ont vécu ça. Pourquoi ils se retrouvent à la rue comme ça? Oui, bien encore là, parce qu'ils viennent de familles brisées. Donc, il faut comprendre et vous savez, je vais souvent à Maniwaki. Je vais donner l'exemple puisque c'est près de chez nous ici. On a vu, tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais tu sais, les Autochtones, ils viennent ici, puis ils sont sous, puis ils brisent des choses. » Bon, je sais que dans les années 80, ça se passait beaucoup comme ça. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Tu sais, pourquoi ces gens-là sont brisés? Et c'est pour ça que, par exemple, le film Cheval indien me passionnait beaucoup parce que ça nous aide à comprendre pourquoi. Donc, pourquoi il y a cette brisure-là? Donc, quand on vient d'une famille qui est vraiment brisée comme ça, c'est facile de se retrouver sur la rue et ensuite d'être attrapé par les mauvaises personnes et mis dans des situations de prostitution. La statistique aussi, c'est que 99% des filles qui vivent dans une réserve vont subir une forme de violence sexuelle au cours de leur vie. Alors, c'est toutes les filles, finalement. Donc, c'est une problématique importante. Et si on regarde le 4%, donc les Autochtones représentent environ 4% de la population. Pourtant, ce sont eux qui sont le plus représentés dans notre système carcéral. Alors, encore là, il y a un grand problème. Pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est pas en jetant les gens en prison qu'on va régler cette problématique-là. Non, c'est ça. C'est pas apporter de l'aide, là. C'est ça. Mettre un plaster puis essayer d'oublier un peu, là. Oui, fait qu'il faut aller voir comment est-ce qu'on peut faire partie d'une solution pour essayer de restaurer, de rebâtir. Il y a aussi, en parallèle avec ça, un phénomène, puis je vais sortir d'autres chiffres, tu vas me trouver étonnant avec mes chiffres, mais moi, ça m'a tellement frappé, puis je trouve ça intéressant de les partager avec les gens qui nous écoutent. Mais parce qu'il y a la prostitution, mais aussi il y a du trafic humain qui est fait. On parle de chiffres de l'ordre de... au Canada, qui aurait, en tout cas moi, les chiffres que j'ai lus, on parle de 1186 jeunes femmes disparues entre 1980 et 2012. Quand on s'est parlé un petit peu avant l'entrevue, tu m'as apporté d'autres chiffres parce qu'il y a quelqu'un que tu connais qui étudie le phénomène, entre autres. Donc, c'est énormément beaucoup. Puis c'est un autre phénomène qui est difficile à expliquer parce qu'on se demande pourquoi elles sont aussi vulnérables. On va en reparler juste de l'autre côté de la pause, pas de la pause, c'est-à-dire juste le temps que je finisse de dire merci à tout le monde qui nous a quittés via Illico. Malheureusement, on doit se quitter maintenant, mais je vous invite, ne manquez pas le reste de l'entrevue. On va parler aussi du côté un petit peu plus positif de la situation sur nos différentes plateformes que je vous ai nommées au début de l'émission. Vous allez tout trouver ça au www.tvc.qc.ca. Merci beaucoup. Donc, on disait, mais c'est ça, bon, il y a un phénomène de disparition. Elles sont plus vulnérables, j'imagine, à cause qu'elles sont brisées. Qu'est-ce qui explique que ce soit cette communauté-là qui soit si tant ciblée? Bien, il y a énormément de dysfonctions. Puis c'est sûr qu'il y a des disparitions aussi qui viennent du milieu aussi. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont été portées disparues, qui ont été retrouvées assassinées. Puis on a découvert que c'était des gens qui les connaissaient, des gens de leur milieu, de leur communauté. Mais il y a aussi des gens qui travaillent dans les mines. Il y a eu beaucoup de questionnements par rapport à même l'implication possible de la GRC et tout ça dans les disparitions de certaines femmes. Donc, ça, c'est un sujet qui est en train là, d'être exploré, d'être mis à la lumière, mais c'est pas... les réponses sont pas faciles. Non, donc, j'imagine. Oui, c'est ça. Et puis nous, cet été, en fait, au printemps, on était en Colombie-Britannique et il y a une autoroute dans le nord de la Colombie-Britannique qui s'appelle l'autoroute des larmes parce qu'au Canada, c'est l'endroit où, sur cette autoroute-là, il y a eu le plus de femmes portées disparues. Wow. Et puis, même, il y avait un programme récemment où est-ce que les femmes pouvaient emprunter l'autobus. Je me rappelle pas si c'était gratuitement ou presque gratuit. En tout cas, il y avait une subvention pour se promener en autobus pour que ce soit plus sécuritaire.
Trois-Rivières. Et là, ça a été éliminé. Donc, il n'y a plus d'autobus. Et les femmes qui font du pouce là-bas, là, il y a des pancartes partout qui disent c'est dangereux, faites pas ça. Je vais m'en aller vers quelque chose qui vous êtes un peu plus familier parce que vous êtes dans les écoles, vous côtoyez les jeunes. Puis il y a une vidéo sur votre site web qui est super intéressante, un témoignage d'un jeune qui parle du suicide parce qu'il y a beaucoup le taux de suicide est très élevé chez les jeunes. Ouais. Tu as rencontré ces jeunes-là? Oui, absolument. Même, ils ont vécu chez moi. J'accueille des jeunes chez nous, puis c'est pas des histoires faciles. Donc, oui, tout à fait. Puis, le taux de suicide dans certaines communautés, il est 50 fois la moyenne nationale. Wow, à ce point-là. 50 fois, oui. Des jeunes, moi, j'oublierai jamais ma première visite sur la baie James du côté ontarien dans la communauté d'Ottawa-Piscate. J'ai brunché avec l'enseignante de la maternelle et c'est une dame qui avait vécu en Afrique, qui avait vraiment enseigné là, dans des endroits très difficiles dans le monde. Et elle a dit, Josée, j'ai jamais vu ça. Elle dit, moi, mes petits-enfants dans ma classe, quand ils sont fâchés, là, il y en a plein qui se mettent à crier puis ils vont dire, je vais me suicider, je vais me suicider. Puis c'est des enfants de maternelle parce que c'est tellement courant. C'est tellement courant. Est-ce que les jeunes, puis les moins jeunes aussi, ont été capables de garder un peu leur identité puis leur culture à travers les années depuis, étant donné les phénomènes qu'on a parlé d'enlèvement, pas d'enlèvement, mais où on a essayé de les convertir via les pensionnats. Les pensionnats, merci. Mm-hmm. Est-ce qu'ils ont réussi à garder un peu de leur culture puis de leur fierté, de leurs racines et tout ça dans leur communauté aujourd'hui? Je te dirais qu'il y a peu de communautés où est-ce que la culture, elle est vraiment là, très en vie. Les gens sont en train de tranquillement réapprendre leur culture. Et dans les communautés éloignées, dans les communautés qui ont souffert beaucoup à cause des pensionnats autochtones, il y a des gens qui sont encore complètement déconnectés de leur culture, que le christianisme leur a enseigné que la culture autochtone, c'était sale, c'était du diable, c'était noir et qu'il fallait éviter ça. Donc, il y a beaucoup de gens encore qui pensent comme ça. Et moi, je trouve ça tellement triste parce que aussi, tu sais, il faut faire une distinction entre la culture et la spiritualité. Puis je pense que pour l'instant, cette distinction-là, elle n'est pas là encore. Et puis, nous, on a fait une tournée, comme je disais, du mois de mars jusqu'à il y a 2 semaines passées. On est parti du Nunavut jusqu'à la Colombie-Britannique. On a fait une 40aine de communautés. Et puis, on amène toujours des personnalités avec nous, dont un qui est un danseur du cerceau, un danseur autochtone. Oui, je l'ai vu sur votre vidéo. Oui. En fait, c'était le père et le fils. Le père est 3 fois champion du monde et son fils, vraiment, il fait une présentation aussi bonne que celle de son père. Là, c'était extraordinaire. Mais ce qu'il apportait, c'était entièrement culturel. Là. Il n'y avait pas d'éléments de spirituel à ce qu'il faisait. Là. C'était que de la culture. Et nous, on voulait que les enfants regardent ça et disent « Wow, ça, c'est ma culture » et être fiers. Mais moi, j'ai été estomaquée de voir combien de communautés qui, justement, avaient encore une influence très chrétienne, envoyaient des lettres aux parents et disaient « Mais vous avez le choix de ne pas envoyer votre enfant à l'école parce qu'il y a cette présentation qui s'en vient chez nous. » Et moi, je disais « Mais voyons, c'est la culture. » Et les gens qui restaient, les gens qui venaient, même ceux qui hésitaient un peu, une fois qu'ils avaient vu la présentation, ils étaient comme tellement emballés et vraiment contents. Donc, c'est ça, je pense que le côté culturel aussi, là, il y a un grand travail à faire pour que les jeunes réapprennent qui ils sont, se réapproprient leur culture et qu'il y ait ce sentiment d'identité-là, vraiment, de savoir qui ils sont. Mais puis j'ose imaginer, puis là, c'est moi qui fais mes propres réflexions. Là, je ne suis pas un expert en psychologie, mais de sentir qu'il y a un sentiment d'appartenance, qu'il y a une culture intéressante auquel ils pourraient s'identifier, bien peut-être que ça aiderait à leur estime, puis avoir, peut-être de réduire le phénomène de suicide, puis
les autres problèmes qu'ils vivent. Là. Absolument. Et quand on regarde au Canada, les communautés qui ont vraiment eu un bel impact au niveau du taux de suicide et tout ça, je pense que c'est une communauté en Colombie-Britannique qui s'appelle Bella Bella et qui, en fait, avait un taux de suicide pareil à celui d'Attawapiskat, qui est 50 fois la moyenne nationale. Et eux, il y a une quinzaine d'années, ils ont commencé à investir pour prendre les jeunes, en fait, qui étaient dans le système pénal et les sortir de là. Et ils bâtissaient des cabanes dans le bois, puis c'était genre, on te met dans la cabane, puis on vient te voir une fois par mois, puis il faut que tu t'arranges. Et puis, finalement, avec le fil du temps, ils ont construit un programme un peu dans ce modèle-là, mais c'est un retour vers la terre, c'est un retour vers les valeurs autochtones, c'est rebâtir l'identité et tout ça. Et aujourd'hui, bien, en fait, je parlais avec quelqu'un de la communauté récemment qui me disait que dans les 15 dernières années, il n'y a pas eu un seul suicide. Wow! Alors, on voit à quel point c'est important. Il faut laisser... justement aux communautés autochtones le pouvoir, la possibilité de trouver les solutions qui sont nécessaires pour se rebâtir. J'ai un ami, moi, qui enseignait au Nunavut. Et puis, une autre chose qu'il observait aussi, chez les très jeunes, c'est la violence. Ouais. Ils ont un caractère violent ou ils vont devenir facilement violents parce que c'est ça, c'est présent, ils le voient tous les jours. Tu as vu ça dans les écoles, j'imagine aussi? Oui, la violence, elle est très présente. Puis je veux dire, même, il y a des événements où je suis allée où est-ce que j'ai même vu des parents qui étaient violents envers leurs enfants en plein public. Là. C'est pas caché. Il y a une colère, il y a une brisure immense. C'est ça, c'est des gens qui souffrent énormément. Puis, il faut le voir. Je pense qu'en tant que citoyen, là, il faut pas faire l'autruche. Il faut apprendre à connaître. Il faut savoir, ben c'est quoi notre part de responsabilité dans tout ça. Puis, c'est pas aux Blancs de venir changer les choses. C'est aux Blancs d'être un allié. Je veux dire, aux Blancs, ça peut être n'importe qui, là, mais je veux dire aux personnes non autochtones de devenir des alliés et non ceux qui sont porteurs de solutions. Parce qu'à ce moment-là, quand on pense que c'est nous les sauveurs, bien, on répète un cycle, finalement. C'est quoi le niveau d'éducation? Mettons, on est capable de faire une moyenne de où est-ce qu'ils se rendent, les enfants, ou est-ce qu'ils vont réussir à avoir un équivalent de secondaire, des fois, ou ça ressemble à quoi? Juste donner un portrait. Oui, dans les communautés isolées et semi-isolées, le taux de graduation, c'est 40 %. Okay. Alors moi, je dis aux gens, parce que je fais beaucoup de présentations dans les écoles en milieu urbain, et je demande aux éducateurs, je demande aux parents, si l'école secondaire qui est près de chez vous, où va votre enfant, vous saviez que votre enfant avait 4 chances sur 10 de graduer, est-ce que vous l'enverriez dans cette école-là? Et évidemment, les gens disent, ben non, c'est un non-sens, il y aurait une révolte, tu sais, vraiment, on tolérerait jamais ça. Mais pourquoi est-ce que c'est acceptable chez les enfants autochtones? Est-ce qu'ils bénéficient des mêmes programmes scolaires que... C'est-à-dire que, comme chez nous, bon, il y a un programme éducatif qui est monté par le gouvernement du Québec. Est-ce que c'est ça qui est appliqué dans leur communauté aussi? Non, puis ça fait partie de la problématique, c'est que le gouvernement, l'éducation, c'est provincial, mais le financement pour les écoles autochtones, il est fédéral. Ce qui fait que les écoles ne sont pas tenues de suivre le programme du ministère de la province où ils sont. Donc, il y a beaucoup de communautés qui ne le suivent pas. Et si je prends, par exemple, justement, le Lac-Barrière, ici en Outaouais, la directrice qui est là depuis 4 ans, si je ne me trompe pas, qui fait partie, en fait, du conseil d'administration de notre organisme maintenant, parce qu'elle a vu l'impact de ce qu'on faisait dans la communauté. Elle a implémenté le curriculum, là, mais tout récemment. Ça veut dire que les enfants, dans 6 ans, ils vont voir le bénéfice de ça. Mais jusqu'à il y a 2 ans passés, les enfants qui avaient une 6e année avaient, en fait, peut-être une 3e ou une 4e. Donc, ils doivent quitter, généralement, les enfants doivent quitter leur communauté pour aller au secondaire.
Là, ils arrivent au secondaire avec l'équivalent, disons, d'une 4e année. C'est sûr que ça peut pas... ils peuvent pas réussir. Les chances sont pas de leur côté, là. Donc, généralement, les jeunes reviennent. Ils vont passer 3-4 mois dans une école secondaire à l'extérieur. Finalement, ils reviennent. Alors, on a des milliers et des milliers d'enfants au Canada qui ont qu'une 6e année. Fait que l'opportunité d'emploi est pas forte non plus, j'imagine. Non, tout à fait. Puis c'est un des programmes dont je suis très fière, en fait, qu'on a commencé cette année. C'est une introduction à la micro-entreprise pour les jeunes, justement, qui sont revenus parce que ça n'a pas fonctionné pour eux au secondaire. Alors, on veut qu'ils sachent que, tu sais, ils ont des talents, ils ont encore tout le monde à leur portée avec l'Internet et tout ça, que l'avenir, c'est pas réglé pour eux, là, qu'ils ont encore plein de belles perspective. Votre organisme, J'aime les premiers peuples, fait une activité, entre autres, mais je pense que votre activité principale, je ne me trompe pas, qui est les fameuses, on en a parlé rapidement plus tôt, les boîtes à souliers. Oui. Parle-moi de ça. Combien de fois par année? Comment ça se passe? Comment vous choisissez où vous allez les distribuer, tout ça? D'accord. Donc, à chaque automne, on lance la campagne des boîtes cadeaux. Donc, notre organisme est présent d'un bout à l'autre du Canada. On a des chapitres pas mal dans toutes les provinces. Et à partir du mois d'octobre jusqu'en début décembre, on fait la collecte annuelle des boîtes cadeaux. Pardon. Et on peut aller sur notre site web qui est JM pour j'aime lespremierspeuples.ca ou ilovefirstpeoples.ca. Et là, on voit comment remplir une boîte cadeau. Donc, on choisit si on veut pour un garçon, pour une fille, de quelle tranche d'âge. Et c'est de mettre un peu de tout, finalement, ce qui pourrait encourager un jeune à l'école. Donc, pas que des fournitures scolaires, mais ça peut être des livres, des jouets, des articles sportifs, peu importe. Et on écrit une note à l'enfant pour l'encourager. Et nous, on utilise ces boîtes-là pour faire des événements dans les écoles. Donc, à chaque fois qu'on commence à travailler avec une nouvelle communauté, c'est de cette façon-là qu'on commence. On fait un gros événement, c'est un grand splash dans la communauté pour amener de la motivation par rapport à l'école. Donc, on va amener une personnalité connue, on va faire des présentations, il y a la grande distribution des boîtes cadeaux. Et pour les jeunes, tu sais, nous, on a tellement de facilité en milieu urbain à obtenir des choses, mais pour les jeunes dans les milieux éloignés, là, c'est tellement difficile. Donc, ce qu'ils ont dans les boîtes de chaussures, ils l'apprécient énormément. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce premier événement-là, bien là, on continue à soutenir les écoles de différentes façons. Mais on invite la population à s'impliquer parce que c'est absolument magique. La joie que ça sème dans le cœur d'un enfant, c'est vraiment formidable. Je peux imaginer, parle-moi-en de cette journée-là, quand tu es là, puis vous faites votre distribution, là, qu'est-ce que tu vois chez les enfants? Bien, c'est la joie totale. Puis je vous invite à nous suivre sur Facebook ou aller sur notre site web pour voir les vidéos parce que... Elles sont très bien faites d'ailleurs. Ah, merci. Ouais. C'est potable, c'est tangible, c'est tellement beau. Et puis, tu sais, il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas de magasin dans les communautés. Tu sais, il y a une petite épicerie où est-ce que même le coût de la nourriture, tu sais, on parlait tantôt des grands besoins, là. Moi, j'ai vu des caisses d'eau, 24 bouteilles d'eau, là, qui coûtaient 106 $. Wow. Alors, comment un pot de Cheese Whiz, ça coûte 19,99 $. Alors, comment une famille va nourrir convenablement ses enfants? Les fruits et légumes, là, il n'y en a pas. Puis ceux qui ont, ils sont tous pourris. Comme, tu sais, c'est vraiment difficile. Alors, les gâteries, les choses que nous, on met dans une boîte cadeau, mais oubliez ça. Tu sais, les enfants, ils n'ont pas accès à ces choses-là. Donc, pour eux, c'est très précieux. Mais je vais dire, quand les enfants ouvrent leur boîte, ça, c'est beaucoup l'excitation. Mais le plus beau, là, c'est la lettre à l'intérieur. Et là, tout s'arrête. Quand les enfants trouvent une lettre, là, ils oublient tout le reste, puis ils sont vraiment accrochés à la lettre. C'est vraiment beau, c'est vraiment important. Puis c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de la nourriture. Encore là, je reviens à ce que m'expliquait mon ami qui est enseignant au Nunavut. Puis je sais pas si c'est comme ça dans les communautés où tu es allé, tu peux sûrement m'en parler, mais eux faisaient des commandes par téléphone ou par Internet à l'extérieur pour recevoir de la nourriture de l'extérieur qu'ils allaient chercher une fois par mois parce qu'ils ne pouvaient pas se payer en tant qu'enseignants. Là, ils ne pouvaient même pas se payer, mais ça n'avait pas de sens pour eux d'aller à l'épicerie puis se payer une épicerie. Là. Fait qu'imaginez les gens qui vivent là.
Oui, c'est ça. Donc, les enseignants, ils ont quand même des meilleurs salaires pour être capables de commander cette nourriture-là, mais les gens qui habitent dans les communautés qui sont plus souvent qu'autrement sur l'aide sociale parce qu'il n'y a pas d'emploi, on s'entend qu'ils sont à très faible revenu. Puis aussi, quand on réalise aussi combien de gens ont des dépendances et tout ça, donc les parents qui vont dépenser sur la drogue, l'alcool et tout ça, qu'est-ce qui reste pour nourrir la famille? Puis, mais j'imagine, c'est ça, quand vous êtes là, par exemple, pendant votre journée de distribution, une chose qui doit ressortir des enfants, c'est que pendant un moment, j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'ai vu pendant la vidéo, c'est qu'ils oublient les problèmes quotidiens de malnutrition ou violence et tout ça. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont comme une journée là, où tout disparaît. Oui, puis c'est toujours la même réaction. Les enseignants, les directeurs de l'école, ils viennent puis ils disent « On n'a jamais vu nos enfants comme ça ». Wow, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment Est-ce que les enfants viennent te voir, toi? Te parler directement? Ah, absolument. Ouais. Puis, tu sais, on s'embrasse. Tu sais, c'est tellement beau. Puis, c'est tellement des beaux enfants. Donc, oui, absolument. Puis, chez les enfants un peu plus vieux qui ont accès aux médias sociaux, bien, à ce moment-là, ils me suivent. Donc, pour moi, une des choses que j'aime bien, c'est le soir, je m'installe souvent juste pour jaser parce que j'ai plein de petits amis qui veulent garder contact. Ben oui. Et c'est en fait comme ça que j'ai accueilli une étudiante à un moment donné qui vivait dans une communauté isolée. J'étais allée au printemps dans sa communauté et l'hiver d'après, elle m'avait envoyé un message via Facebook au milieu de la nuit pour me dire qu'elle vivait une situation d'inceste. Oh. Et puis là, c'était vraiment sérieux. Et là, j'ai mis des intervenants autour d'elle et tout ça. Et puis finalement, on a pu l'amener chez nous. Et là, aujourd'hui, son trajet est très différent. Là. Je veux dire, elle vivait dans la noirceur totale. Elle a tellement de défis personnels et tout ça. Puis là, maintenant, elle va à l'école. Les choses vont bien. Je suis contente. Mais c'est à cause de ce contact-là que j'ai pu lui venir en aide. Puis j'ose espérer que c'est pas le seul cas d'histoire de réussite que tu as vu à travers les écoles. Mais puis je pense que je ne t'ai même pas demandé, tu as combien d'années que tu es impliquée? Depuis 2013. 2013, moi, je tantôt, au début. Donc, depuis 2013, j'ose imaginer que c'est pas le seul cas où est-ce que tu as pu voir le fruit de ce travail-là. Oui, tout à fait. Mais tu sais, si on regarde dans l'ensemble, donc au niveau du programme, de ce qu'on fait, au Lac-Barrière, la première année, on a augmenté le taux d'inscription à l'école de 30 %. Parce que quand on fait des fêtes, on invite les parents. On veut vraiment que les parents voient la motivation autour de l'école. Et en l'espace de 2 ans, le taux d'absentéisme avait chuté de 40 %. Donc, on injecte beaucoup de facteurs de motivation. Donc, l'impact de ça est évident. Mais même sur un plan, tu sais, comme plus personnel, plus individuel, plein d'histoires. Puis rapidement, si c'est correct. Vas-y, j'aime pas. Écoute, on a le temps. OK. Il y a un garçon qui était à Maniwaki et qui subissait énormément de racisme. Et puis, lui est un peu différent. Donc, on sait que les Autochtones aiment beaucoup le hockey. Ça, c'est très présent dans la culture. Mais ce jeune garçon-là, lui, était pas tellement chaud à l'idée de jouer au hockey. Lui, c'est la musique, c'est un artiste. Et puis, donc, prime abord, il est un peu différent des autres. Alors, mais là, rendu à Maniwaki, il avait convaincu sa mère de lui acheter un vieux violon. Alors, il avait travaillé tout l'été pour acheter un vieux violon et il s'était dit qu'il allait s'enseigner le violon à travers YouTube et tout ça. Donc, il jouait du violon partout et ça tapait les nerfs sur les nerfs de tout le monde, surtout des autres jeunes. Donc, les jeunes commençaient vraiment à l'insulter puis à être méchants envers lui et tout ça, jusqu'à ce que ça vienne à un point où est-ce qu'il a fait une tentative de suicide. Oh. Oui, un jeune garçon de 13 ans. Et puis, je suis allée le voir à l'hôpital et c'était intéressant parce que il était seul, il n'avait pas de famille, il était loin de chez lui. Mais je suis arrivée tard le soir et toutes les lumières étaient baissées et lui écoutait là, de la grosse musique classique dans sa chambre. On ne s'attendrait pas qu'un jeune garçon ferait ça. Et puis là, il m'a raconté son histoire, il m'a raconté l'histoire du violon et tout ça. Puis, je lui ai dit, regarde, on va faire un
GoFundMe. On va faire une campagne en ligne, puis on va t'acheter un beau violon électrique. Comme ça, tu vas pouvoir mettre tes écouteurs, puis ça va pas déranger personne et tout ça. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Et dans le cadre de la campagne, ça a pris 24 heures. On avait l'argent pour acheter un beau violon. Et les gens d'un bout à l'autre du Canada donnaient des sous. Et il y a une dame de la Colombie-Britannique qui a dit « Moi, je donne des cours, j'enseigne depuis longtemps et j'aimerais ça via Skype à chaque semaine lui donner. » Alors, pendant 1 an, elle lui a donné des cours de violon. Super. Et aujourd'hui, même, il ouvre des événements. Alors, c'est lui qui joue à l'ouverture de matchs de hockey de différentes occasions. Il joue tellement bien. Et la confiance qu'il a maintenant, c'est fantastique. On a vu tellement un changement chez ce garçon-là. Wow, une belle histoire. Oui. Puis j'imagine que lui, maintenant, son histoire de réussite peut être une motivation pour d'autres plus jeunes. Oui, absolument. Et régulièrement, maintenant, il va sur Facebook Live et il fait des présentations de violon et on voit les jeunes là, qui sont vraiment comme... Il l'encourage et on voit que c'est rendu un modèle, finalement, pour les autres. Pour vos boîtes à souliers aussi, vous faites appel souvent à des personnalités pour faire de la sensibilisation, puis aussi, j'imagine, pour, encore une fois, inspirer les jeunes qui vont les recevoir. Oui, tout à fait. Donc, au départ, on était très local comme organisme, mais quand ça a été connu dans les médias qu'il y avait une crise de suicide à Ottawa-Piscate sur la baie James en Ontario, nous, encore une fois, on a été tentés de se sentir démunis. Tu sais, comme moi, j'ai passé 7 ans à me dire « je peux rien faire, j'ai pas de pouvoir comme citoyenne », ce qui était complètement faux. Et on a été tentés de se dire « mais qu'est-ce qu'on peut faire face à une vague de suicides comme ça? » Et finalement, on s'est dit « non, on refuse de penser ça et on va aller faire la joie des enfants là-bas comme on l'a fait ici au Lac-Barrière. » Et on a lancé une campagne pour Ottawa-Piscate et c'est à ce moment-là que beaucoup de célébrités nous ont contactés. OK. Donc, ils disaient, oui, j'aimerais vraiment ça, pouvoir faire quelque chose pour aider. Donc, et là, leurs amis s'ajoutaient. Donc, la campagne, c'est comme bâtie d'elle-même. C'était pas notre objectif de faire ça, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que les célébrités donnaient leur nom, disaient, oui, je veux m'impliquer, je veux faire partie de ça. Et souvent, quelques semaines après, revenaient puis nous disaient, mais pourrais-tu m'expliquer vraiment qu'est-ce qui arrive à Ottawa-Piscate? Alors, ça a été une occasion de sensibiliser des gens qui ont une influence importante. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les célébrités, pour que justement, ils puissent continuer de véhiculer le message et aider à sensibiliser les gens. Mais c'est sûr qu'ils sont toujours très contents là, de pouvoir voyager avec nous. Donc, nous, on les amène dans des régions où est-ce qu'ils n'auraient pas l'occasion nécessairement d'aller. Donc, c'est un beau partenariat. Puis, on a des gens là, vraiment très connus. Du côté du Québec, il y en a moins. Il y a vraiment un travail à faire dans le Québec francophone, je pense, pour améliorer la relation entre Autochtones et non-Autochtones. Mais côté célébrité, par contre, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup à cœur. Oui, puis c'est vraiment le fun. Je pense à Carey Price, qui n'est pas un francophone, là, mais Carey Price qui nous appuie énormément. Okay. Dan Bigra, Claude Dubois. On a vraiment des artistes qui sont sensibles à la cause et qui veulent porter le message. Mais le message, est-ce qu'on en parle assez? J'ai comme l'impression que on n'en entend pas tant que ça parler, tu sais. Non. Et moi, je dirais que c'est au Québec, on en parle moins qu'ailleurs. Ah oui? Oui. Et puis même, si je dans le Canada anglais, mettons. Dans le Canada anglais, Gord Downey du groupe Tragically Hip. Oui. Bon, mais lui, je veux dire, quand il s'est porté là, à la défense, justement, des droits des personnes autochtones, puis d'aider à rebâtir les communautés et tout ça, dans le Canada anglais, ça a fait une vague absolument monstre de gens qui ont voulu comprendre et tout ça. Et j'oublierai jamais le soir de le lendemain de son fameux concert à Kingston, où est-ce qu'il a lancé l'appel pour aider les Autochtones. On en a parlé partout dans les médias au Canada. Et dans les médias francophones du Québec, on a raconté qu'il y avait eu un concert. Mais on s'est pas arrêté du tout. Puis même moi, j'en ai profité pour écrire aux journaux et tout ça, parce que je disais, mais pourquoi est-ce que partout au Canada? Parce que, voyons donc. Alors oui, il y a un grand travail de sensibilisation qui doit être fait ici au Québec. As-tu des réponses des médias?
Non, en fait. Non, puis, hein? Puis même localement, tu sais, je suis contente qu'on en parle aujourd'hui parce que, tu sais, on a fait des événements il y a 2 ans passés. Ça, c'est une autre belle histoire de réussite. On a fait venir un groupe d'enfants de la Saskatchewan pour les jumeler avec des élèves de l'école Sims Darcy à Gatineau. Et pendant 1 semaine, ils ont parlé d'intimidation et ce qu'ils pouvaient faire ensemble pour contrer l'intimidation. Et c'était tous des jeunes qui étaient victimes d'intimidation. Mais c'est sûr que du côté des Autochtones, les jeunes, ils se disaient « Ah, mais jamais ils vont comprendre ». Alors, ils sont arrivés, là, tu sais, vraiment très refermés sur eux-mêmes. Ils avaient peur même, tu sais, de s'exprimer et tout ça. Et rapidement, ils ont compris que l'intimidation, ça se vit partout et qu'il y avait des jeunes qui racontaient des histoires, tu sais, qui vivaient à Gatineau et tout ça. Et là, tout d'un coup, il y a un lien extraordinaire qui s'est bâti entre les enfants, les jeunes, et qui continue aujourd'hui. Donc, ces jeunes-là reviennent cette année à Gatineau. C'est vraiment une belle histoire d'amitié qui s'est développée. Mais même à ce niveau-là, tu sais, j'essayais d'avoir l'attention des médias et tout ça, puis ça n'a pas été possible. Non. Spécial, mais oui, c'est difficile, c'est ça. Puis au niveau, en tout cas, on pourra en parler longtemps, mais les médias au niveau local, c'est plus difficile. On voit là, il y a des journaux qui ferment, tout ça. Ouais. C'est peut-être moins évident, mais gênez-vous pas de nous rappeler. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Je vous apprécie énormément. J'étais curieux aussi de savoir, autre que que la boîte de souliers, quelle autre activité vous faites? Donc, vous faites un suivi dans les écoles après, mais est-ce qu'il y a autre chose que vous faites? Mais la première chose, généralement, qu'on va faire pour continuer d'appuyer les écoles, c'est les prix et mérites. Donc, les écoles nous disent les catégories pour lesquelles ils aimeraient reconnaître leurs élèves. Alors, nous, ça peut être à tous les mois, ça peut être aux 3 mois. C'est vraiment l'école qui décide. Alors, ils vont établir des catégories. Généralement, ça tourne autour de la présence à l'école, l'assiduité scolaire, l'amélioration, faire ses devoirs, ce genre de choses-là. Et aussi apprendre sa langue. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits présentement pour que les jeunes puissent parler leur langue. Pardon. Et puis, donc, nous, on encourage ça et on envoie des prix. Donc, cette année, le prix, par exemple, pour les présences à l'école, dans chaque école où est-ce qu'on appuie, le grand prix, c'était un iPad. C'était une tablette. Donc, les jeunes étaient très motivés à être présents. C'est une bonne motivation. Donc ça, c'est un programme. On a aussi notre programme pour contrer l'intimidation dont je vous parlais tantôt. On commence un programme de micro-entrepreneuriat. J'en ai parlé tantôt. Et puis, un dernier programme, en fait, qui va être plus connu là, dans le prochain mois, on va faire beaucoup d'annonces à ce sujet-là. C'est en fait un partenariat avec l'Université Queen's à Kingston. Où est-ce qu'on va commencer à soutenir de façon particulière les mères-filles parce que le taux aussi de grossesse chez les filles autochtones sur les réserves est beaucoup plus élevé que la moyenne ici, évidemment. Alors, c'est de s'assurer qu'elles ont les ressources pour prendre soin d'elles-mêmes, de leurs enfants et de continuer leur éducation. Qu'est-ce que... Il y a les boîtes, je reviens tout le temps à ça, que les gens peuvent participer. Est-ce qu'il y a autre moyen qu'on peut supporter votre organisme? Bien, je vous invite à aller sur notre site web. C'est sûr que la boîte cadeau, les gens aiment énormément parce qu'on a rarement l'occasion d'avoir un impact direct sur la vie de quelqu'un. Et la boîte cadeau, c'est un moyen très, très direct. Mais on parlait des coûts exorbitants pour la nourriture. Se rendre dans les communautés éloignées, ça coûte énormément cher. Alors oui, on n'a pas de soutien gouvernemental. C'est vraiment des gens qui donnent, des compagnies qui donnent. Donc, oui, on a besoin d'appui financier pour aller dans les communautés. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, là, aller au Nunavik avec toutes nos boîtes cadeaux puis une petite équipe là, de 5 personnes, ça nous a coûté 25 000 $. On est allé là pour 3 jours. Alors, quand on dit on a fait comme presque 40 communautés cette année, ça coûte énormément cher. Donc, on a besoin de soutien. Mais pour quelqu'un qui peut-être n'aurait pas les moyens de soutenir financièrement, on a toujours besoin de lettres et de cartes d'encouragement pour mettre dans les boîtes cadeaux.
parce que c'est pas tout le monde qui en met une. Okay. Alors, et moi, j'ai vu ça. J'ai vu des grands-mamans qui avaient elle avait assis tous ses petits-enfants autour de la table, puis elle m'a envoyé finalement un paquet là, de cartes. Je devais en avoir une 50aine avec des beaux dessins, tout ça. Puis ça, c'est extraordinaire parce que ça touche énormément le cœur. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaiterais dans l'avenir voir changer pour le bien de des communautés autochtones? Mais les besoins, ça, c'est une très, très grosse question. Oui, tout à fait. Mais je reviens à la base. Je pense que les Canadiens, on a besoin de comprendre. Moi, c'est ce que j'aimerais voir. C'est ce que j'aimerais voir plus de gens se renseigner, s'informer, s'impliquer. Parce que c'est ça qui amène le changement. Et de s'impliquer comme personne alliée, comme amie, et non pas comme porteur de solutions. Parce que aussi, comme quand on livre les boîtes cadeaux dans les communautés, là, le simple fait que moi, je suis pas autochtone. Tu sais, notre organisme, la gouvernance est majoritairement autochtone. On voyage avec des personnes autochtones, mais moi, je le suis pas. Puis le simple fait de recevoir un cadeau, de recevoir un message d'amour de quelqu'un qui est pas autochtone, ça brise énormément de barrières. Et je pense que, tu sais, sans être trop philosophique, là, tu sais, au pouvoir de l'amour, finalement, tu sais, c'est d'aimer son prochain. Puis aimer son prochain, ça commence par essayer de savoir qui il est, tu sais, puis de le comprendre. Donc, je pense qu'à partir de ça, les solutions vont venir parce que naturellement, les gens vont demander qu'il y ait plus qui est fait, vont demander, tu sais, vont se porter défenseurs, finalement. Oui, parce qu'une fois qu'on est sensibilisé, on ne peut pas vraiment rester indifférent puis on a envie de s'impliquer là, nécessairement. Oui, tout à fait. Puis c'est ce que... Définitivement, c'est clair que je vais vouloir participer cet automne. Ça a été un plaisir de découvrir votre organisme puis tout ce que vous faites. Ça a été vraiment génial. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Bien, merci beaucoup de l'entrevue. J'ai bien apprécié mon temps avec toi aujourd'hui. Super.